Brune, un roman imaginé en 2001. Une pandémie qui n'épargne que certains adolescents. Un effondrement et la survie dans ce chaos d'une poignée de jeunes. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans cet épisode, je vais vous présenter Brune, un roman qui a percuté l'actualité et qui m'a vraiment fait peur. Commençons non pas par le début, mais par l'actualité dont je vous parlais. Vous vous en doutez, il s'agit bien de la pandémie qui nous a frappés en 2019. J'étais en voyage au Chili pour rendre visite à ma famille. Je me souviens très bien des informations là-bas. Ils parlaient de la situation mondiale. Lorsque nous avons pris l'avion de retour pour l'Europe, en passant par Madrid, nous sommes arrivés en France pour apprendre que les aéroports fermaient tous les uns après les autres. Pendant ce court laps de temps, quelques jours, j'ai eu la désagréable sensation de vivre à l'intérieur de mon propre roman. Je voyais l'avion qui devait nous mener de Santiago du Chili en Europe être aspergé de liquide pour le préparer à la traversée des Andes. Mais dans mon esprit, cela rappelait fortement un épisode où un avion est aspergé en plein vol d'un liquide pour le débarrasser de possibles germes dans mon roman. Là, c'était simplement de l'antigel. Quand on parlait de confinement, cela me plongeait dans le roman, qui était déjà chez l'éditeur et qui devait sortir au mois d'avril. Je n'employais pas ce terme dans le texte, mais c'était bien un confinement. Heureusement, les ressemblances s'arrêtèrent là. Brune a vu le jour dans mon esprit en 2001, à la terrasse d'un café, place du Capitole à Toulouse, au Florida, si je me souviens bien. Je partageais une boisson avec des copains. Je revenais à ce moment-là du service militaire et on avait eu l'occasion de se voir une dernière fois avant de se séparer pour la suite de nos vies respectives. Au détour des conversations, j'ai parlé des divers entraînements que j'avais suivis, un peu en rigolant, et de fil en aiguille, j'ai évoqué la possibilité un jour, pourquoi pas, du retour d'une grippe, genre grippe espagnole comme en 1919. Et le soir même, j'ai noté l'idée, et j'ai commencé à développer une histoire. Et puis je l'ai laissé dans mon bloc à idées jusqu'en 2017. À ce moment-là, en 2017, j'ai voulu retravailler cette histoire. J'avais terminé les 4 tomes des Chroniques des Territoires, et je voulais écrire quelque chose de différent, pas de la fantaisie. Le monde de Brune est brutal. Il est destiné à des lecteurs mûrs, 18 ans plus. On suit Katia, une jeune Française d'origine africaine. Alors j'ai hésité soit du Congo, soit de Centrafrique, et française, qui est avec ses parents à Amsterdam. Une maladie, qui va être surnommée la brune, frappe la planète depuis quelque temps. Elle finit par atteindre l'Europe. Le chaos va surprendre Katia et elle décide de rentrer en France par ses propres moyens. D'autres adolescents sont au centre du récit, on a Béret, Emmerich, Arbalète, et ils affrontent d'autres adolescents et de rares adultes qui ont survécu. J'avais prévu un roman beaucoup plus long, mais je me suis arrêté volontairement. Brune, c'était le début de quelque chose, c'était une sorte de préquel. Ce roman devait ouvrir la route au véritable roman, celui que j'avais en tête, et qui se déroulait dans un futur plus ou moins lointain, après cette catastrophe. Alors ce roman existe, il est rédigé sous forme de notes quelque part. Hélas pour moi, la maison d'édition qui m'éditait, Roy's Éditions, a fermé boutique avant que je ne puisse concrétiser ce projet-là. Un jour, il n'est pas exclu que je me mette à écrire ce fameux roman prévu à l'origine. Qui sait ? En tout cas, il n'y aura pas besoin d'avoir lu Brune pour pouvoir lire ce nouveau roman si un jour il voit le jour. Alors, dans les salons, Brune est le roman qui se vend le mieux, juste après Marle le Chevrier. J'ai trouvé ça assez étonnant. C'est une aventure complète déjà, pas de suite prévue, et les lecteurs préfèrent acheter généralement un seul livre qui n'a pas de suite, plutôt que tome 4, tome 5, tome 6, surtout si l'histoire se suit.
Après, si ce sont des tomes dans un même univers et qu'il n'y a pas besoin des autres pour pouvoir les acheter, ça y est, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs pour cela que dorénavant, j'écris des romans qui se suffisent à eux-mêmes, sans exclure bien sûr cette possibilité d'écrire d'autres histoires dans le même univers, mais dont la lecture est indépendante des autres temps. Je vous lis la 4e de couverture de Brune. Des pays ravagés par une pandémie due à un virus inconnu. Seuls les adultes y semblent sensibles. La mort frappe sans délai. Pourtant, quelques adolescents tentent de s'organiser et de survivre dans un monde où les instincts primaires ont pris le pas sur la morale. Il existe pourtant de l'espoir. Bon, voilà la présentation. Les éditions, il en existe deux. Alors vous avez vu défiler les deux couvertures. Donc la première couverture par Roy's Éditions et la deuxième, je l'ai dessinée. Et actuellement, vous pouvez le trouver, donc c'est la dernière édition en date, vous pouvez le trouver sur The Book Edition. Bon, maintenant, installez-vous confortablement, respirez calmement et plongez avec moi dans le roman le temps des 2 premiers chapitres de Brune que je vais vous lire à présent. Allez, on commence. Katia. Katia traversa la rue en courant. Elle était en retard, comme tous les lundis. Une mauvaise habitude prise à force de s'arrêter dans sa boulangerie préférée pour y acheter un croissant français, confectionné avec amour par une véritable artisane française. Une gourmandise qui lui manquait depuis que sa famille habitait Amsterdam. Elle avait quitté la France de son enfance depuis 3 ans, mais ce n'était que depuis cette année qu'un terrible mal du pays la rongeait sans cesse. Même si cette ville était fantastique et qu'elle n'en avait pas encore découvert tous les secrets. Elle pouvait compter sur Franck, son jumeau, pour ne pas l'attendre. Il devait déjà être dans la cour du lycée. Elle arrêta sa course progressivement quand elle réalisa que la foule devant le portail clos était celle des élèves. Mathilda s'en extirpa tant bien que mal pour la rejoindre. Elle portait toujours son horrible béret, à la française, qui se voulait à la pointe de la mode. « Tu n'es pas en retard cette fois, le lycée est fermé. On ne sait pas pourquoi. Tiens, le prospectus qu'il distribue, dit-elle dans un français parfait, pas comme le néerlandais de Katia. Elle parcourut le papier, le sourcil circonspect. Tous les établissements du pays demeureraient clos jusqu'à nouvel ordre, une directive du gouvernement lui-même. Katia, il faut rentrer. Les parents n'arrêtent pas de nous envoyer des SMS affolés. Franck venait de l'attraper par le bras. Pardon Mathilda, mais on doit te laisser, fit le frère, coupant court à toute velléité de la jeune fille de les accompagner. Les 2 adolescents marchèrent rapidement le long du canal. Les rares touristes matinaux vaquaient à leurs occupations. Franck ne lâchait pas Katia, allant jusqu'à lui faire mal. Elle se dégagea d'un coup sec, sans s'arrêter. « Tu paniques toujours et tu te prends sans cesse pour le chef. Je suis l'aîné. Tu as tendance à l'oublier, cracha Katia en enfonçant ses mains dans les poches de son jean trop large. Elle aimait piquer les affaires de sa mère, qui était plus grande qu'elle. Elle avait hérité de la taille ridiculement petite de leur père, un Français du sud de la France, mais à la charpente taillée dans une roche fine et solide. Leur maman, d'origine congolaise, leur avait donné sa peau délicieusement noire et ses étranges yeux verts émeraude. Franck haussa les épaules. Il regarda l'écran de son téléphone et s'arrêta. Katia fut obligée de faire marche arrière. Elle attendit en silence, troublée par le visage inquiet de son jumeau. « Quoi ? C'est Inès, sur réseau. Les lycées sont aussi fermés en France. Elle dit que c'est grave. Il y a des militaires partout en ville et Internet fonctionne mal. Un attentat ? Tu as des nouvelles des autres ? Je n'ai qu'Inès en ligne. Ah, plus maintenant. » Le téléphone émit une série de bips et vibra. Les parents, ils sont furax, on se dépêche. Ils pressèrent le pas. Des sonneries simultanées retentirent dans l'avenue et à l'intérieur des maisons. Les gens se figèrent. Franck regarda une nouvelle fois son écran et devint blême. Ordre de se calfeutrer le plus rapidement possible. La rue se mit à courir. Seuls quelques touristes hésitèrent avant de comprendre ce que criaient les autres. Émeric. Il dort. Encore une journée en vie. L'homme se redressa en se massant le cou.
Une main bienveillante caressa son visage, mangé par une barbe de plusieurs jours. Les deux adultes détachèrent leurs regards de l'écran de surveillance qui montrait la chambre d'Emeric, leur fils unique. Ils avaient découpé la maison en plusieurs zones. Les parents étaient totalement isolés de l'enfant afin de ne pas le contaminer si jamais il venait à tomber malade. Ils s'assirent dans la cuisine, se préparant un café. Le sommeil, denrée rare, les fuyait, les fragilisant d'autant plus. Heureusement, le garçon arrivait encore à se reposer, à des horaires décalés. Un beau et chaud soleil inondait les pièces. Le père versa l'eau bouillante et purifiée dans les mugs. Ils sirotèrent lentement le breuvage amer. La radio diffusait les dernières informations en provenance du monde. La majorité des continents ne répondaient plus. Le plus inquiétant était que la brune se propageait à grande vitesse depuis l'Asie. L'Amérique n'avait plus donné de nouvelles depuis 2 semaines et la Grande-Bretagne prenait le même chemin. « C'est mal barré, fit Pierre en posant sa tasse. Marlène lui adressa un sourire triste. « Toujours rien de la part du ministère. Je me demande ce qu'ils attendent pour nous mettre à l'abri. » « Tu ne fais plus partie du gouvernement, Pierre. Il ne faut rien espérer et ne compter que sur nous-mêmes. » Je me suis assuré de la présence de nos noms sur la liste des arches. J'ai tout de même géré la mise en place des protocoles. Si seulement il n'y avait pas eu le remaniement, on pourrait aller directement dans un bunker du programme. Impossible. Je n'en connais pas la localisation, fit Pierre. Il fronça les sourcils quand la musique s'interrompit pour un flash spécial qui ne vint pas. Le poste demeura muet. Marlène dévisagea son mari. Le téléphone fixe sonna, ce qui n'arrivait jamais. Pour les membres du gouvernement et quelques militaires d'importance, on avait maintenu la vieille technologie RTC. Il décrocha d'une main fébrile. « Pierre ? Julie ? Le président est mort. La brune. Paris est touché. Cela se propage très vite. On a lancé ton protocole. Les choses se mettent en place petit à petit. Je dois quitter la capitale dans les minutes qui viennent. Le président du Sénat est en route vers le sud pour permettre la survie de la République. Les dernières informations rapportent une tentative de coup d'État de la part des mouvements extrémistes. Je ne sais pas quoi en penser. Julie, laisse-moi parler, Pierre. Nous n'avons pas le temps. Je vais passer vous récupérer. Attendez-moi chez vous. On a des nouvelles d'Elsa Darmon et de son équipe ? Non. Le président n'a jamais mis Elsa au travail. Il ne pensait pas qu'elle pourrait faire quelque chose. Par contre, j'ai demandé à une militaire de valeur d'aller la chercher et de la protéger. Elles rejoindront un abri laboratoire. Il y a 1 semaine, le P4 a trouvé un vaccin. Ils ont commencé les essais sur les prisonniers, mais ce n'est pas convaincant. Et de toute façon, c'est trop tard. Dans combien de temps seras-tu là ? Une question d'heure. La garde républicaine vient d'arriver avec des blindés. Je pars. Tenez bon. Merci, Julie. La conversation prit fin. Marlène se leva et posa son front sur le torse de Pierre. Elle ne nous rejoindra jamais. Nul n'échappe à la brune. Le pays va se déliter à grande vitesse. Les voies de communication seront les premières à ne plus fonctionner. En prenant la route, Julie signe son arrêt de mort, et le nôtre par la même occasion. Nous devons nous préparer à partir. Emeric ne doit pas être mis en danger à cause de nous. Je vais le réveiller. Non. Nous partirons dans l'heure, sans le prévenir. Les adieux seraient trop déchirants, et nous n'aurions pas le courage de le quitter. Marlène se rapprocha de l'écran. Emeric dormait. Pierre posa la lettre qu'il avait pris soin de rédiger sur la table de la salle à manger avec le sac de survie. Il donnait toutes les informations possibles à Emeric pour qu'il puisse s'en sortir. C'était un garçon débrouillard, mais qui manquait de confiance en lui. « Pierre, tu entends ?» Des coups de feu. Le chaos qui précède la brune. Nous devrions rester avec Emeric pour le protéger aussi longtemps que nous pourrons, pour qu'il nous voie mourir. J'ai écouté les récits des gamins que je suis allé chercher à New York. Voir leurs parents mourir dans d'affreuses souffrances, voir les corps. Crois-moi, Marlène, toi et moi, nous sommes morts. Allons le plus loin possible. Emeric n'a rien à craindre de la maladie, nous le savons. Marlène passa la première, les larmes ruisselant sur son visage. Pierre referma doucement la porte derrière lui. De la fumée s'élevait vers Strasbourg. Voilà donc les 2 premiers chapitres. Si vous êtes intéressé par la suite, eh bien, vous pouvez vous procurer Brune sur The Book Edition. Je vous mets le lien en description. Voilà, vous pouvez l'acheter pour m'encourager. Je crois qu'il est aussi disponible sur Amazon et vous pouvez le commander dans vos librairies. Si jamais vous voulez le lire et que vous n'avez pas d'argent, et je le comprends tout à fait, je l'ai mis gratuitement à disposition en lecture sur mon blog. Je mets aussi le lien en description.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce podcast et je vous dis à la prochaine pour un autre pan de mes univers. Au revoir, merci.